Jacques Heilbronn, pouvez-vous nous dire dans quel contexte nous en sommes en 2014 pour l'astrologie cyclique? Voilà, donc dans le système de l'astrocyclon, il y a deux temps. Je n'ai pas cessé de dire que nous sommes dans la dualité. Il y a un temps qui est favorable aux dictatures, c'est-à-dire un nombre limité de personnages qui ont des savoirs extrêmement vastes, et qui ont des compétences extrêmement larges, et il y a un temps où ces personnages se mettent en arrière, s'éclipsent, et où là on va les remplacer par une flopée de gens qui vont se distribuer ce qui était le fait de ce seul personnage, ils vont se les distribuer entre eux, donc on va avoir là ce qu'on appelle le plein emploi. Donc le plein emploi est le résultat de la démission des personnages dominants qui vont être remplacés par exemple, je prends l'exemple en politique, un gouvernement, le président de la République ne peut plus assurer tout seul l'ensemble des responsabilités, il va donc déléguer à 20-30 ministres les différentes tâches dont il s'occupait tout seul. Donc, la phase actuelle dans laquelle nous sommes de l'astrocyclon, ce qu'on appelle la phase montante, qui correspond d'ailleurs au passage de Saturne vers 15 degrés Scorpion, et après, bien entendu, pendant à peu près une trentaine de degrés. Et ça serait valable aussi à 15 degrés Verseau, 15 degrés Taureau et 15 degrés Lion. Donc c'est tous les 7 ans. On a une début de phase montante qui, normalement, est favorable à l'émergence, à la montée en puissance de personnages qui ont une autorité, une compétence extrêmement large et qui n'ont besoin de personne pour fonctionner en quelque sorte. Donc à eux seuls, ils gèrent la totalité d'un système. Alors ces personnages-là, ça correspond assez à ce que j'appelle la notion de clarté. C'est-à-dire que la phase montante est une phase où le jour se lève, et où les gens voient ce qui se passe. Et donc ils voient qu'il y a des gens qui sont plus élevés que d'autres. Et donc ils voient que ces gens-là ont une compétence, ont une qualité supérieure. Inversement, en phase descendante, le soleil se couche, tous les chats sont gris, comme on dit, on ne voit plus trop les reliefs, on ne voit plus trop bien les différences, et donc par conséquent, celui qui est plus grand n'apparaît pas plus grand que celui qui est petit. Tout était un peu brouillé, c'est dans la confusion, et donc à ce moment, on rentre à ce moment-là dans une période où la grandeur n'est plus reconnue et où la médiocrité devient en quelque sorte la règle. Donc ça correspond à ces deux phases. Donc il y a un temps où on peut prévoir que vont émerger des personnages qui vont avoir des pouvoirs supérieurs, qui vont avoir des responsabilités globales, et un autre temps où ça sera plutôt des personnages moyens qui vont, en tant que quantité d'ailleurs, en tant que collectif, l'emporter. Nous avons actuellement l'affaire Poutine, qui est intéressante à ce niveau-là, parce que justement Poutine c'est une espèce de personnage prototype du dictateur, et quelque part il est capable de tenir tête à l'Union européenne, qui est beaucoup moins structurée au niveau de sa direction. C'est votre question? Oui, dans une autre interview, j'ai parlé de la grammatologie. C'était plutôt pour les gens grammaticaux et pour utiliser, plutôt que la femme et l'homme, le masculin et féminin, et pour adoucir le système. Et il s'agissait plutôt de grammatomancie et de choisir des lettres pour établir un mot et, dans la divination. Mais voilà, pardon, je voulais mettre ça au clair. Et dans le masculin et le féminin, Poutine, Vladimir, a quelque chose à voir peut-être à votre sujet, s'il vous plaît. À mon sujet, c'est-à-dire à votre idée. Oui, effectivement, la phase montante n'est pas favorable aux femmes. Il faut dire les choses clairement. Parce que les femmes, les fémènes qui avaient défilé nues pour contester Poutine dans une église, avaient été enfermées par Poutine et elles ont été libérées. Mais il y avait donc dualité à ce moment-là.
Oui, mais enfin, là on parle du pouvoir central, du pouvoir dominant, on parle pas de problèmes de ce genre. Effectivement, on a actuellement besoin, pour gérer au mieux cette période-là, de personnages qui ont des compétences et des capacités extrêmement larges. Il faut recruter parmi ces gens-là. Et ce n'est pas des gens qu'on va former au dernier moment. Ce sont des gens qui ont déjà un bagage important, qui ont déjà une assise considérable, et ces gens-là sont les mieux à même de faire la synthèse de l'ensemble des choses. Il faut bien comprendre, mon cher Pizik, que un être humain tout seul va connecter beaucoup plus facilement toutes les informations que si les informations sont réparties entre 20, 30 ou 50 personnes, et que ces différentes personnes doivent se concerter les unes par rapport aux autres. Donc effectivement, on pourrait dire que de cette manière, la société est la duplication du cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau est aussi, un cerveau d'une seule personne est aussi complexe que toute une société. Donc effectivement, la société, quand le cerveau faiblit, la société prend le relais. Mais la société, c'est un collectif, et cette société ne peut pas fonctionner aussi bien qu'un cerveau. Parce que les connexions, le durée de communication, la durée de décision est beaucoup plus importante quand on est très nombreux, que quand il y a une seule personne qui doit réfléchir en elle-même. Donc effectivement, la période actuelle, alors de deux choses l'une. Alors moi je suis pour une astrologie de l'action, une astrologie préventive. C'est-à-dire que je suis pour une astrologie où il ne s'agit pas d'attendre que les choses aient lieu, il s'agit de profiter des configurations pour agir dans le sens de l'efficacité. Donc actuellement, si les gens connaissaient l'astrologie, si les politiques connaissaient l'astrologie, ils se seraient préparés depuis longtemps à cette nouvelle phase montante et ils auraient pris les mesures nécessaires. C'est-à-dire qu'ils auraient effectivement attribué choisi des personnages qui étaient capables d'avoir une autorité, qui étaient capables d'avoir les pouvoirs nécessaires pour pouvoir diriger la totalité d'une situation. Et comme ils ne l'ont pas fait, eh bien, évidemment, ils vont se retrouver démunis. Et ceux qui sont à la hauteur de la situation vont avoir des avantages, et ceux qui ne se sont pas préparés pour une situation qui demande une très grande centralisation du pouvoir et une très grande polarisation du pouvoir, eh bien, ils vont être défavorisés par la force des choses. Alors là, effectivement, les femmes ne sont pas en pôle position, hein, parce que ces capacités de réflexion globale ne sont pas le propre des femmes. Mais qu'est-ce que l'éternel féminin dans l'esprit du mal? Alors, les femmes, bon, je ne sais pas si je peux répondre directement à votre question. Oui, parce que en religion, on parle de l'éternel, et si on parle en littérature de l'éternel féminin, je fais le rapprochement entre le mâle et l'éternel féminin. Mais l'éternel féminin n'est pas forcément une revendication qui est de la part de toutes les femmes. Pourtant, elles utilisent surtout les femmes en ce moment. Oui, alors écoutez, je vais de toute façon rebondir sur cette question du féminin, parce que c'était mon projet. Je dirais que les femmes s'arrangent très bien de la mort des hommes. Mort au sens figuré, comme on dit. Hein. C'est-à-dire quand il n'y a plus d'hommes, quand l'homme démissionne, quand l'homme n'est plus capable, quand le mal dominant s'éteint ou s'écroule, vient le règne des femmes. À ce moment-là, elles vont pouvoir utiliser ses dépouilles, récupérer ce qu'il a apporté, éduquer ses enfants, et elles n'ont plus besoin de l'homme. Donc effectivement, il y a la période descendante, une période où les femmes se passent très bien des hommes, et malheureusement, le cycle, la roue tourne, et donc par conséquent, il y a toujours un moment, au bout de 3 ans et demi souvent, où c'est à nouveau les hommes qui remontent, etc. Donc en fin de compte, il y a une espèce de mouvement en perpétuelle dialectique, où tantôt c'est comme dans une balance, tantôt ce sont les hommes qui montent, mais ils montent en tant que personnages, disons, dominants, c'est-à-dire que c'est pas les hommes en général, c'est quelques hommes qui sont là dominants, et quand ça descend, eh bien ce sont les femmes en général qui sont actives. D'accord, en fin de compte, il n'y a pas une opposition entre les hommes et les femmes, il y a une opposition entre l'homme et les femmes. C'est vrai ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'un seul homme vaut 1000 femmes, en quelque sorte. C'est-à-dire on tombe dans la polygamie, on peut dire. En fin de compte, il faut très peu d'hommes en période de montante, il faut très peu d'hommes pour faire fonctionner la machine.
en période descendante, il faut beaucoup de femmes pour faire fonctionner la machine. Donc, en fin de compte, le nombre n'est plus du tout le même. C'est pour ça que je disais le plein emploi. En phase montante, il y a des crises d'emploi, puisque beaucoup de gens se sont mis sur la touche, on n'a plus besoin d'eux. Et en période descendante, au contraire, tous ces gens-là sont recrutés parce qu'on a besoin de la quantité et non plus de la qualité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la phase montante, c'est une phase de la qualité, la phase descendante, c'est une phase de la quantité. Et dans une étude biblique, on peut considérer que Salomon, qui avait 700 femmes et 300 femmes et 300 concubines, 1000 femmes, quoi. En fait, le fait que vous avez parlé d'un homme pour 1000 femmes n'est pas anodin. Ça a existé. Exact. En effet, la polygamie, elle est au sens, non pas non plus littéral, mais global, la polygamie est partout. Par exemple, il y a un scientifique qui, par exemple, je sais pas, si on prend comme quelqu'un comme Newton, comme Einstein, on donne la polygamie. C'est-à-dire qu'il y a un personnage génial qui impose sa pensée et qui féconde l'ensemble de l'humanité. Il y a un grand compositeur qui... Voilà, donc, en fin de compte, l'humanité fonctionne avec un très petit nombre de personnes. On s'aperçoit qu'il a peut-être fallu 2 ou 3 000 grands personnages pour que l'humanité fonctionne et pour que l'humanité progresse. Hein, c'est très peu de choses. Et en revanche, quand ces personnages-là disparaissent ou sont en veilleuse ou démissionnent, alors là, il faut des millions de gens pour les remplacer. Pour les remplacer, non pas pour faire le même travail, mais pour exploiter, pour continuer, pour perpétuer ce qu'ils ont fait, pour le prolonger. C'est pour ça que je parle de la mort. Effectivement, l'homme pourrait aujourd'hui mourir, l'humanité masculine pourrait mourir, ça n'affecterait pas énormément les femmes. Je sais que vous avez une souche juive, et qu'est-ce que c'est que les 300 prescriptions, les 365 prescriptions négatives et les 218 prescriptions positives du corps humain, trouvées dans les parties du corps humain? Oui, mais effectivement, il y a cette... oui, 365, ça fait penser en effet aux 365 jours de l'année. Et aux 218 parties du corps humain. Oui. Mais là, on est dans la dualité, encore une fois, dans la dualité. Vous n'avez pas positif, négatif. Voyez-vous, tu le feras, tu ne le feras pas. On retombe dans la duologie. La duologie, c'est la science qui étudie tous les clivages, tous les cloisonnements. Et à certains moments, voilà. Donc, en fin de compte, c'est cette science-là qui n'existe pas. Ce que j'ai voulu dire dans ma précédente causerie, c'est que la question n'est pas le problème de l'astrologie isolément. La question, c'est le problème de la dualité que la science de la dualité est une science que l'humanité ne maîtrise pas aujourd'hui. Elle ne la maîtrise pas. Et l'astrologie n'est qu'un élément de ce sujet-là. Et on s'aperçoit que sur tous ces sujets, comme la question par exemple des empires qui m'a beaucoup intéressé, vous vous souvenez, il y a des périodes où les empires se constituent, des périodes où les empires se défoncent, se démantèlent. Ça aussi, c'est une dualité majeure. Bon, si on ne connaît pas les lois, si on ne connaît pas les lois cycliques qui font qu'à certains moments le pouvoir se concentre et à d'autres moments il se disperse, où va-t-on? Et si on ne comprend pas la raison d'être des hommes et des femmes, il y a aussi une autre dualité qui est fondamentale, c'est la question entre l'homme et la machine. Fondamentale, ça. La machine, pour moi, c'est entre le créateur et la créature. La créature et la création, c'est aussi Dieu et la création. Il y a toute cette dualité, elle n'est pas bien étudiée. Je sais bien que Karl Marx parlait de la dialectique, que Hegel aussi, mais finalement, on s'aperçoit que c'est un domaine qui n'est pas étudié, et je dirais même qu'il a été sacrifié. Si on prend la question des hommes et des femmes, par exemple, les sciences humaines du XXe siècle n'ont quasiment pas fait avancer la question. Au contraire, elles l'ont plutôt embrouillée. On peut parler de la femme d'Abraham qui a pris une pierre pour circoncire ses enfants donc elle a pris la domination par rapport à un certain point de la sexualité des hommes. Il y a toujours un moment, de toute façon, mon cher Daniel, il y a toujours un moment où le pouvoir change de main. À certains moments, c'est l'homme qui arrache le pouvoir aux femmes, et à d'autres moments, c'est les femmes qui arrachent le pouvoir aux hommes. Si on veut reparler des grands leaders, eh bien les grands leaders, à un moment donné, ils chutent. Par exemple, le cas de De Gaulle est intéressant, pour prendre un exemple parmi d'autres. En 69, on est en phase descendante, et donc De Gaulle, eh bien, il se retire et il laisse la place à des gens moins intéressants, etc. Et parmi ces gens moins intéressants, qui vont simplement... N'est-ce pas? Je reviens sur un point concernant l'homme et la femme, qui montre bien à quel point on se trompe.
j'en ai parlé encore récemment dans un groupe d'astrologues, ils se trompent. L'émission est une fonction féminine et non pas masculine. La femme est un être qui aimait et qui aimait même sans tellement tenir compte à qui elle s'adresse. Donc elle n'observe pas le monde, elle émet des choses qu'elle sait, elle les ressort indéfiniment. L'homme, au contraire, lui, il observe les choses, il observe le monde, il a une vision panoramique, et ce n'est qu'à partir du moment où il a fait toutes ces observations qu'il arrive à élaborer son discours. Et ce discours, une fois qu'il a été élaboré, il le passe à la femme. Donc la femme, elle a besoin de quelque chose d'élaboré. C'est l'homme qui élabore, il part de la réalité brute, il la décante et il élabore de manière systématique, et à ce moment-là, la femme peut se servir de cela. Comme un compositeur, par exemple, il va composer sa musique avec toute l'inspiration, mais une fois qu'il aura mis ça sur partition, une femme peut jouer au piano sa musique. Alors, est-ce que la femme qui émet est considérée comme un homme qui reçoit et retransmet ce que la femme a dit? Ou, par exemple, dans l'église ministérielle internationale, en Colombie, on considère la femme, la prophète, Maria Luisa, comme une femme qui émet, et qui émet des prophéties. Et à ce moment-là, on peut retransmettre, et l'homme retransmet, ou alors que devient l'homme devant une telle Alors, je vais rebondir sur ce que vous dites. Il n'y a aucun problème à dire que la femme aimait. Pour moi, c'est une évidence. La femme aimait, c'est d'ailleurs son problème. Parce que celui qui aimait, c'est quelqu'un qui n'observe pas les choses. Hein? Donc il aimait. Maintenant, il aimait quoi? Il aimait ce que l'homme lui a donné à émettre. C'est ça, c'est la transmission. Quand une femme, par exemple, joue du Beethoven, elle n'est pas Beethoven. Elle joue la partition que Beethoven a faite. Donc elle est capable d'émettre, mais elle émet sur des programmes qu'on lui a mis dans la tête. Donc effectivement, les femmes sont de très bonnes émettrices, mais malheureusement, elles sont figées, c'est-à-dire que leur émission elles partent d'un texte ou d'un message qui leur est donné à un moment X, et elles continuent à délivrer ce message indéfiniment, alors que le monde autour change. Et donc ce message, il n'évolue pas, il ne s'adapte pas, il ne s'ajuste pas. D'où la nécessité que périodiquement les hommes prennent le relais, parce qu'autrement l'humanité serait complètement décadente. Elle serait tout le temps sur une référence à du passé, et elle ne serait pas capable de se renouveler. C'est l'homme qui permet à l'humanité de se renouveler, et la femme, elle permet à l'humanité de profiter de l'ensemble de ce que les hommes ont fait. C'est-à-dire qu'elle diffuse les valeurs masculines dans le monde. Et avez-vous un aperçu pouvez-vous me donner un aperçu de Golda Meir en Israël, de Indira Gandhi en Inde et de Corazon Aquino en Philippines, qui sont des femmes de... Il y avait Margaret Thatcher. Il y avait Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, et il y avait aussi Edith Cresson en France. Oui. Edith Cresson. Ou alors Margaret Yourcenar. Oui. Alors, comme vous dites vous-même d'ailleurs, l'énumération elle-même est assez limitative, Oui. ce qui est assez amusant, parce qu'en fin de compte, par rapport à ces quelques femmes, on aurait des milliers d'hommes à signaler sur l'histoire de l'humanité. Oui. Donc ce sont des cas particuliers. Bon, cela dit, dans le cas d'Edith Cresson, ça ne veut rien dire, parce que c'est François Mitterrand qui a jugé bon de la nommer Premier ministre. Elle est restée un an. Bon, ça c'est un caprice de gouvernant, ça ne pose pas tellement de problème. Et d'autre part, le Premier ministre est souvent un personnage qui est censé simplement répercuter et émettre. C'est une délégation, ce sont des processus de délégation. Dans le cas de Margaret Thatcher, il est certain qu'elle a été extrêmement rigide, extrêmement dogmatique, doctrinaire dans sa façon de travailler. Et ça, c'est une émission qui est tout à fait féminine. Les femmes sont... C'est pour ça que quand on dit les femmes sont plus fortes que les hommes, c'est vrai, mais ça ne veut rien dire, parce qu'en fin de compte, pour moi, c'est le fait. Les femmes ont une puissance. Une femme qui a reçu un message, elle peut le jouer merveilleusement, elle peut le développer merveilleusement, mais ce n'est pas son message. Vous prenez là. De même que l'enfant qui naît, c'est quelque chose de plus spectaculaire que la conception, où l'homme introduit son sperme dans la femme. L'homme, quelque part, il est derrière la femme, quelque sorte. Et la femme, elle est propulsée en avant,
mais ce n'est qu'un porte-voix, qu'un porte-parole en fait. Merci infiniment, cher Jacques Lemoine. À plus tard.